BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Filiatre, bonjour. Bonjour Cédric. Le directeur éditorial de Marché Gagnant, votre sujet cette semaine. Eh bien, comment gérer son patrimoine pour la très grande majorité des épargnants? La grande question est de savoir quelles sont les tendances, quels sont les placements porteurs, où trouver les meilleures opportunités. J'entends l'attente. Alors aujourd'hui, je vais tenter d'apporter des réponses. Vous avez horreur de ces questions. Quand on vous demande des prévisions, vous répondez généralement que c'est pas votre sujet. Ouais, mais j'entends les réflexions, le débat autour du taux pivot des banques centrales. Hier, c'était la Fed qui annonçait une hausse des taux de seulement 1/2 point. Aujourd'hui, on s'interroge sur les futures annonces de Christine Lagarde. La BCE va-t-elle revenir, elle aussi, à la stratégie du demi-point? Le pic d'inflation est-il juste devant nous ou un peu plus loin? Bon, et vous en pensez quoi? De quand vous direz que je suis une tête de linotte, mais soyons clairs. Si vous faites 3 opérations sur votre patrimoine par semaine, répondre à ces questions est justifié. Si tel n'est pas le cas, elle me semble totalement hors de propos et je peux étayer mon argumentation par des éléments techniques mais aussi d'actualité. Alors, allons-y avec le technique. L'enveloppe fiscale la plus utilisée aujourd'hui par les Français, c'est l'assurance vie. Et sur la partie marché, les contrats avec des unités de compte. Que se passe-t-il lorsque vous faites une opération de souscription ou d'arbitrage? Vous donnez des instructions, elles sont enregistrées et dans les jours à venir, dans le meilleur des cas, elles seront exécutées sur la base du prochain cours connu de l'unité de compte. Pour résumer, il y a de l'aléa à tous les étages. Bref, vous voulez des prévisions et vous voulez des certitudes pour derrière les traiter de manière totalement aléatoire. Donc je le dis, si vous n'investissez pas en titres, c'est-à-dire en actions et à court terme, je doute de l'intérêt patrimonial de ces prévisions à courte vue. Vous nous avez dit technique et d'actualité. Bon, l'actualité, c'est qu'on va être honnête, on est en plein brouillard. L'exemple le plus caricatural, c'est quand même l'évolution des taux d'intérêt à long terme. Si on regarde la situation française, on monte fortement jusqu'au mois de juin, on rebaisse ensuite jusqu'en août, on repart à la hausse jusqu'au mois d'octobre et on redescend. On dit souvent que les marchés anticipent. Là, j'ai plus le sentiment qu'ils ont des émotions. Et la gestion financière avec émotion, ce n'est pas mon dada. Et le sujet du taux long, je ne le prends pas par hasard. Pourquoi? Parce qu'il est relativement important, parce que ça conditionne l'évolution des taux de crédit immobilier, les rendements des fonds en euros, mais également le comportement des marchés actions. Oui, d'accord, là je suis moins surpris, mais n'empêche que vous avez commencé en nous promettant de voir où sont les tendances. Eh bien, quitte à heurter, parfois c'est les banquiers, les assureurs, les régulateurs, les épargnants, je vais aller au bout de ma logique. 1, épargnant, vous voulez voir les tendances. 2, en réalité, vous vous intéressez sur le fond à 2 sujets essentiels pour vous. Ce sont les perfs potentiels et la fiscalité. Donc je dis OK, essayons d'analyser les grandes tendances de l'environnement réglementaire et fiscal, et là, j'ai moins de problèmes pour m'exprimer. Pourquoi cette différence? Pour une simple raison liée à la temporalité. Faire des prévisions boursières ou macroéconomiques, ça relève principalement de l'univers du court terme, alors que les politiques de l'épargne, elles, relèvent profondément du long terme. Et de manière assez étonnante, d'ailleurs, elles sont relativement décorrélées de la couleur politique de nos dirigeants, donc ce qui démontre qu'en la matière, c'est souvent l'administration qui fait la loi. Alors, pour essayer de comprendre quelques grandes lignes, et puis voir comment on peut intégrer ça dans notre réflexion patrimoniale, je vous propose de partir d'une actualité récente. C'est-à-dire, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'annonces officielles. Eh bien, la semaine dernière, on a eu une question d'un auditeur qui s'interrogeait pour savoir si le taux du PEL était sorti sur le ou pas. PEL. Eh bien, il était finalement tombé jeudi, un peu après 15h, 2% pour les PEL qui seront ouverts à partir du 1er janvier prochain. Eh bien, voyez-vous, l'histoire du PEL, elle est assez instructive sur l'évolution de la politique de l'épargne dans ce pays, les leçons qu'on peut en tirer. Vous remontez jusqu'aux origines? Ouais. À l'origine, vous aviez un PEL qui se caractérisait par une totale exonération fiscale. C'était l'engagement apparent de l'administration vis-à-vis du client. Et le PEL, vous voyez, c'est un placement qui est très particulier parce qu'il y a un contrat. Alors, la fiscalité n'est pas dans le contrat. Et je fais juste d'ailleurs la petite précision. Dans les conditions générales des contrats d'assurance vie, il y a un paragraphe souvent sur la fiscalité, alors que juridiquement, ce paragraphe n'a aucune valeur contractuelle. Donc, un beau jour, dans les années 90, l'État décide de changer sa politique, notamment en ouvrant le financement de la dépense sociale. C'est la création des prélèvements sociaux avec tout d'abord la contribution sociale généralisée, la CSG. L'occasion de découvrir une première possibilité qu'a l'État pour taxer un placement jusqu'alors exonéré, il suffit juste de créer un nouvel impôt.
Même, il y a pourtant des questions de rétroactivité, non? Alors, la question de la rétroactivité, réponse technique et politique. Techniquement, la rétroactivité, elle dépend du fait générateur. Si c'est la vente, par exemple, d'un bien immobilier, par exemple d'une action, si c'est l'ouverture d'une succession, la fiscalité applicable, c'est la fiscalité en vigueur au moment de l'événement. Ce n'est pas la fiscalité applicable au moment de l'enclenchement de l'opération. Bref, ce n'est pas votre naissance qui va fixer votre fiscalité successorale, ni la date d'achat de votre logement ou de votre action. Aujourd'hui, vous achetez votre résidence principale et vous vous dites « la cession de la résidence principale est exonérée d'impôt ». Faux. Vous devriez dire « la cession de la résidence principale sera exonérée d'impôt si la règle ne change pas ». Bien sûr. Et si on présente les choses comme une certitude, alors qu'il existe un aléa qui est dépendant de la capacité ou de la volonté des autorités de changer la règle. En réalité, c'est quand même un peu tentant de le faire parce qu'il y a un risque politique, non? Alors, le risque politique, détrompez-vous. Moi, j'ai deux exemples assez flagrants où on démontre que finalement, pour des raisons de stabilité financière, de défense du système, tout ça, on fait vite des choix et qui ne sont pas défavorables. Premier cas de figure. Est-ce que vous vous souvenez des taux de garantie de 4,5% de l'assurance vie? Vaguement, c'était le bon temps. On ne se posait pas la question de savoir si notre capital était garanti ou si on était sûr de toucher un intérêt conséquent tous les ans. Mais cela dit, c'est l'exemple typique d'une réglementation qu'on a progressivement effiloché dans le temps et on a mis en place un système de taux garanti qui était dépendant des marchés, puis après on l'a supprimé. Mesure d'ordre public donc applicable à tout le monde. Qui s'est fait avoir? Naturellement, les épargnants. Autre exemple. Le deuxième exemple nous ramène vers le PEL. Les vieux PEL qui sont souscrits avant 2011 ont une durée de vie illimitée. Ça ne veut pas dire qu'on peut verser ad vitam aeternam. Ça, c'est limité à 10 ans, à condition de respecter les plafonds. Mais après 10 ans, on pouvait garder son PEL aussi longtemps qu'on le voulait et obtenir la rémunération qui était prévue à l'origine dans le plan au contrat. Bon, mais justement, cette rémunération de PEL, c'est un taux fixe, donc c'est garanti. Oui, et donc du coup, ça a posé problème. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire en sorte de virer ces vieux PEL. Eh bien, l'État, il a dit quoi? Il a dit qu'après 12 ans, les vieux PEL devenaient désormais soumis à l'impôt sur le revenu. Tout ça pour limiter le coût de la ressource pour les banques. Grosso modo, vous êtes en train de nous dire qu'il faut faire un petit peu son caluméro et qu'on n'est pas gentil avec les épargnants. Je suis en train de dire aux épargnants, voir des tendances pour regarder ce qui peut se passer et faire les bons choix, c'est intéressant. Et si on regarde le sujet réglementaire, moi, le premier point que je constate, c'est que l'État a beaucoup de cartes en main pour changer la règle du jeu. Sur le fond, ça devrait inciter les épargnants à éviter le long terme. Pourquoi? Parce que si je suis à long terme, j'ai moins de visibilité fiscale et moins de visibilité réglementaire. Et à ce sens, il faut avoir un sérieux courrier à rage aujourd'hui pour faire de l'épargne retraite. Bien. On a déjà presque dépassé le temps. On termine sur quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La règle, elle est faite pour servir l'intérêt des intérêts politiques de l'État et la stabilité financière et le système. Donc ne croyez jamais que quand on a un placement défiscalisé, vous vous dites je vais exploiter le système. En fait, c'est faux. C'est le système qui vous exploite. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis, le deuxième constat, et ça c'est un peu plus positif, c'est que finalement la montée en puissance des prélèvements sociaux fait qu'on a une base commune qui est à peu près applicable à tous les placements. Et quelque part, si on voulait se battre pour des idées utiles, on devrait plaider pour une fiscalité unique de tous les placements. Et du coup, ça ne serait plus la question des épargnants. Et ça serait important. Jean-François Filiatre, marché gagnant qui nous accompagnait ce jeudi encore. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Vous répondrez aux questions. Il y en a des questions d'auditeurs, bien évidemment.